honorable assistance, nous allons voir maintenant ensemble un thème qui revient très fréquemment dans les journées bucco-dentaires, mais toujours avec des mises à jour, et parce que vous recevez de plus en plus les patients porteurs de ces pathologies. Ce sont les patients porteurs de pathologies cardiaques, et nous allons voir les 10 questions que se pose encore le chirurgien dentiste généraliste. Vous savez qu'en raison de l'allongement de l'espérance de vie des populations et par conséquent de la fréquence de plus en plus élevée des cardiopathies, des pathologies cardiovasculaires, notamment les cardiopathies ischémiques, nous avons une population vieillissante, ce qui sous-entend des pathologies générales et plus précisément cardiaques de plus en plus fréquentes. Si les pathologies cardiaques deviennent de plus en plus fréquentes, ça veut dire que ces patients porteurs de cardiopathie vont être de plus en plus nombreux à venir consulter dans les cabinets dentaires. Et que nous avons remarqué que malgré les recommandations nationales et internationales, il existe jusqu'à l'heure actuelle un déficit de prise en charge de ces patients parce qu'ils sont presque toujours refusés dans les cabinets dentaires, pas par un manque de volonté, mais par surestimation des risques que peut poser ce patient lors de la prise en charge bucco-dentaire. Alors le praticien se pose encore des questionnements, il est très souvent pas sûr de la conduite à tenir selon que le patient est sous tel ou tel traitement, selon qu'il présente tel ou tel état général. Alors la première question, il se pose très souvent, il se dit quels sont les risques auxquels est soumis un patient atteint de cardiopathie lors d'un acte odontostomatologique? Faut-il le considérer comme étant un patient sain ou alors il y a des risques qu'il doit prendre en considération? Il y a 3 risques en principe, mais nous allons voir par la suite que ces risques deviennent de plus en plus rares et que ces risques qui étaient des risques très élevés dans le passé ne le sont plus d'actualité. Et le risque hémorragique. Quand il y a un risque hémorragique, ça veut dire que votre patient est soumis à un traitement anticoagulant, soit par antivitamine K ou par antiagrégant plaquettaire. S'il n'y a pas de traitement anticoagulant, votre patient n'a pas de risque hémorragique. Ou alors, il peut présenter un risque vagal et syncopal. Il y a aussi le risque d'endocardite infectieuse. Mais pour qu'il y ait endocardite infectieuse, il faut que votre pathologie, il faut que votre patient ait déjà au préalable une pathologie cardiaque qui l'expose au risque d'endocardite infectieuse. Je dis bien qu'il expose au risque d'endocardite infectieuse parce qu'il y a des pathologies cardiaques qui n'exposent pas au risque d'endocardite infectieuse. Nous allons les voir par la suite. Alors justement, quelles sont les cardiopathies qui exposent à un risque d'endocardite infectieuse lors des gestes bucco-dentaires? Est-ce que chaque fois qu'on vous dit que le patient est cardiopathe, vous devez mettre sous antibiotiques? Est-ce que toutes les pathologies cardiaques exposent au même risque, quel que soit leur degré de gravité? Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs classifications dans le temps. Autrefois, on parlait de 3 groupes de risques: les patients à haut risque, les patients à risque modéré et les patients à risque nul ou faible. Et moi, je me rappelle, il y a 20 ans, même les patients qui avaient un risque nul ou faible, par exemple, un patient qui était porteur d'un pacemaker, devait recevoir sa dose d'antibiotiques avant le geste bucco-dentaire. Mais lorsqu'on a réfléchi, on a compris que finalement, il y a des pathologies cardiaques qui n'exposent pas à un risque d'endocardite infectieuse que celui qu'on trouve dans la population générale, c'est-à-dire indemne de cardiopathie. Et de ce fait, plusieurs sociétés savantes, d'abord l'American Heart Association, ensuite la SPILF, et tout récemment encore en 2009, l'European Society of Cardiology, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont classé les patients en 2 groupes. Il y a le groupe à haut risque d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire les patients qui ont déjà eu une endocardite infectieuse, avec antécédent d'endocardite infectieuse. Et il y a les patients porteurs de prothèses valvulaires mécaniques, soit en position mitrale, en position aortique. Il y a les patients porteurs de cardiopathie congénitale cyanogène. Alors, ces 3 catégories de patients ont un haut risque d'endocardite infectieuse. Mais il y a les patients à risque modéré, ce sont toutes les autres valvulopathies, comme vous le voyez, insuffisance mitrale, rétrécissement mitral ou bicuspide, les autres cardiopathies congénitales, ici c'est un MASH, cardiopathie, cardiomyopathie hypertrophique, encore prolapsus de la valve mitrale. En dehors de ces pathologies, les patients porteurs de pathologies cardiaques ne sont pas des patients à risque d'endocardite infectieuse, donc ils ne justifient pas le recours à l'antibioprophylaxie. Maintenant, quels sont les gestes bucco-dentaires qui justifient le recours à une antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse? Il y a des gestes bucco-dentaires à risque
il y a risque chaque fois qu'il y a bactériémie, c'est-à-dire qu'il y a saignement lors du geste, soit par le geste thérapeutique, soit par exemple lors du brossage, et là on parle de bactériémie physiologique. Quels sont les gestes bucco-dentaires à risque? C'est quand on fait des avulsions dentaires, chirurgie buccale, sondage parodontal, pose d'implants, traitement endodontique, etc. Mais il y a des gestes sans risque d'endocardite infectieuse parce que ce sont des gestes qui ne sont pas pourvoyeurs de bactériémie, tels que par exemple l'application de fluor, scellement de sillon, soins conservateurs, c'est-à-dire soins de dentinite ou de carie de l'émail parce qu'on ne touche pas à la pulpe, et à partir du moment où il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de bactériémie parce qu'on sait que les germes de la cavité buccale se greffent au niveau de l'endocarde préalablement lésé à partir d'une bactériémie qui ont pensé être uniquement la bactériémie péropératoire par l'extraction dentaire, mais les études ont montré que même les patients qui ont un état parodontal déplorable avec notamment une gingivite étaient des patients à risque d'endocardite infectieuse, puisqu'une étude cas témoin a montré qu'il y a eu des endocardites sans notion de geste bucco-dentaire. Quels sont les soins autorisés chez les patients atteints de cardiopathie à risque d'endocardite? Eh bien, les soins autorisés sont les soins parodonto-chirurgicaux, tels que le détartrage avec ou sans surfaçage, les soins endodontiques, mais à condition que le soin endodontique soit fait sur une dent qui présente une pulpite, pas un 4e degré, pas une mortification pulpaire. Le traitement doit être fait en une seule séance, sous digue, et lorsque vous faites la pulpectomie chez ces patients, il faut que l'obturation canalaire soit faite à la même séance, parce que si vous laissez le canal, il aura tout le temps de s'infecter et d'être un canal aseptique, et s'il est aseptique, donc il va être pourvoyeur d'endocardite infectieuse. Quels sont les actes bucco-dentaires qui sont contre-indiqués chez ces patients? Il y a les soins endodontiques, tels que les traitements des dents à pulpe non vivante, 4e degré, y compris les reprises de traitement, des actes chirurgicaux tels que l'amputation radiculaire, la transplantation, la chirurgie périapicale, la chirurgie parodontale ou encore la mise en place de matériaux de comblement. Parce qu'à chaque fois qu'on apporte du matériel dans des structures osseuses, par exemple, on expose à un risque infectieux. On peut tolérer ce risque infectieux chez un patient qui n'est pas avec risque d'endocardite infectieuse, mais lorsqu'il y a un risque d'endocardite infectieuse, ce type de pratique est contre-indiqué. Alors maintenant, la question qui se pose, comment gérer un traitement par antivitamine K, Syntran? Pourquoi le Syntran? Le Syntran est la seule antivitamine K commercialisée et prescrite en Algérie. D'ailleurs, certainement dans votre pratique quotidienne, vous avez dû recevoir déjà des patients qui sont traités par une antivitamine K, c'est-à-dire le Syntran. Et le chirurgien dentiste se pose la question, que dois-je faire chez ce patient si je dois lui faire une extraction dentaire? Dois-je arrêter le traitement? Dois-je le substituer par de l'héparine? Dois-je demander au cardiologue d'arrêter le traitement ou de réduire la posologie pour me ramener l'intensité de l'hypocoagulabilité sanguine à un INR inférieur à 3? Nous allons voir ça précisément. Chez ces patients, il faut d'abord demander des renseignements cliniques parce qu'il est porteur de cardiopathie. D'accord? Lorsqu'il est porteur de cardiopathie, il faut demander des renseignements cliniques sur son état général, notamment sa stabilité. Est-ce qu'il est stable sur le plan général ou pas? Il faut demander un INR, c'est l'International Normalist Ratio. Alors l'INR, il va vous chiffrer l'hypocoagulabilité du patient, sanguine du patient. Et lorsque l'INR est inférieur à 2, chez un patient qui est sous Syntran, le geste peut être fait parce que sur le plan chirurgical, il ne posera pas de problème, le malade va coaguler le plus normalement possible. Mais sur le plan cardiovasculaire, un patient qui est soumis à un traitement par antivitamine K qui a un INR inférieur à 2, c'est un patient qui peut thromboser, donc il peut présenter une thrombose. Donc vous faites le geste opératoire, mais vous attirez l'attention du cardiologue en lui disant, voilà, j'ai demandé un INR pour un geste bucco-dentaire et il s'avère que l'INR est inférieur à 2. Sachant que ce patient est porteur, par exemple, d'une prothèse cardiaque en position mitrale, on sait que c'est des patients qui sont à haut risque thrombogène. Si vous laissez un patient inférieur à 2, le cardiologue, s'il ne modifie pas son traitement, s'il ne le ramène pas dans sa zone thérapeutique, pas pour l'extraction dentaire, mais pour la thrombose, ce malade peut faire une thrombose et ses conséquences, c'est-à-dire soit le décès, soit l'hémiplégie. Lorsque l'INR est compris entre 2 et 4,5, le geste thérapeutique, c'est-à-dire extraction dentaire ou chirurgie mineure, peuvent être faites, mais avec le recours à une technique locale d'hémostase. La technique locale d'hémostase, elle est faite par la compression intrinsèque, la compression extrinsèque, c'est-à-dire
la mise en place de sutures, voire quelquefois l'utilisation d'acide tranexamique. Lorsque l'INR est supérieur à 4,5, vous savez qu'il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui aucune pathologie cardiovasculaire qui indique le recours à une hypocoagulabilité chiffrée par l'INR supérieure à 4,5. Donc là, il s'agit d'un surdosage. Vous devez orienter votre patient chez le cardiologue parce qu'il doit le mettre dans sa zone thérapeutique. Donc, globalement, entre 2 et 4,5, le geste peut être fait avec une hémostase locale. Finalement, les traitements par Syntron peuvent être maintenus sans faire le relais à l'héparine, sans modifier l'intensité de l'INR, mais avec le recours à une technique locale d'hémostase. Il faut faire des extractions atraumatiques, il ne faut pas déchirer la gencive, il faut faire une bonne syndesmotomie et faire une hémostase locale par la technique suivante. L'extraction doit être atraumatique, sans déchirure. On met en place une mèche de surgécel en intra-alvéolaire, on la maintient par quelques points de suture, et voici le résultat. À 8 jours, on fait l'ablation des sutures. Après l'extraction, on recommande aux patients de ne pas utiliser de bain de bouche, de ne pas se rincer la cavité buccale fréquemment, de ne pas sucer le caillot et de maintenir la compression pendant toute la journée. Il arrive par exemple que le patient soit porteur d'une cardiopathie déstabilisée et par exemple une insuffisance cardiaque stade 3 ou 4 de NIHA et que l'indication chirurgicale à cœur ouvert est indiquée dans les meilleurs délais. Si vous devez faire les extractions une par une chez ce patient, vous allez mettre 6 mois. Or, en 6 mois, le pronostic vital du patient est mis en jeu. Et c'est la raison pour laquelle, chez ces patients, on décide de faire des extractions multiples. Voici comment on procède à la même séance, extraction multiple, mise en place du surgécel, suture des berges. Voici le contrôle à 15 jours et contrôle 2 mois après l'intervention. Le malade est revenu nous voir dans le cadre de ce contrôle pour bénéficier d'une prothèse. Comment gérer un traitement par antiagrégant plaquettaire chez un patient devant subir un geste chirurgical bucco-dentaire? Il y a d'une part une littérature qui met en danger contre l'arrêt des antiagrégants plaquettaires, notamment l'aspirine et le clopidogrel, c'est-à-dire le Plavix. Il y a d'autre part une littérature qui met en exergue l'efficacité des techniques locales d'hémostase. Et pour cette raison, lorsqu'on fait une confrontation des deux littératures, celle issue des cardiologues et celle issue des odontostomatologistes, il en ressort que l'aspirine, le Plavix, le clopidogrel ne doivent pas être arrêtés avant les gestes d'extraction dentaire et de chirurgie buccale mineure. On applique le même protocole d'hémostase, c'est-à-dire la compression intrinsèque, surgécel, suture et recommandations post-opératoires. Mais chez ces patients, il faut toujours demander l'avis du médecin traitant parce qu'il y a d'une part, il faut raisonner en balance bénéfice-risque. Il y a d'une part le risque hémorragique, il y a le risque thromboembolique, c'est-à-dire le risque de thrombose chez les patients sous anticoagulants, chez les patients sous aspirine, mais aussi chez les patients sous antivitamine K. Si on arrête le traitement, on l'expose à un risque thromboembolique. Mais si on le maintient, quand bien même il y a une hémorragie, l'hémorragie buccale est maîtrisable par les techniques locales d'hémostase, parce que des études ont montré que 99% des hémorragies post-extractionnelles sont des hémorragies de cause locale. Qui dit hémorragie de cause locale justifie le recours aux techniques locales d'hémostase. Quels sont les risques encourus s'il est procédé à l'arrêt ou à la réduction du traitement par antivitamine K ou antiagrégant plaquettaire avant une extraction dentaire? Par exemple, si vous recevez un patient orienté par un cardiologue et à qui vous avez déjà recommandé de vous faire l'arrêt ou la réduction du traitement parce que vous devez faire une extraction, parce que pensant que le risque hémorragique est majeur, quels sont les risques qui peuvent survenir? Voici un cas clinique. En 2007, une patiente âgée de 72 ans, traitée par une antivitamine K, Syntron, pour 2 cardiopathies emboligènes, une fibrillation auriculaire et une prothèse en position Saint-Jute. Elle doit subir un détartrage. Le chirurgien dentiste demande au cardiologue de réduire la dose des antivitamines K, c'est-à-dire le Syntron, pour lui ramener un INR entre 2 et 3. Or, nous venons de voir que les extractions peuvent être faites même jusqu'à 4,5. 2 jours avant le geste dentaire, son médecin, c'est-à-dire le cardiologue, répond favorablement à la demande du chirurgien dentiste, donc il procède à la réduction du traitement. 2 jours après,
la réduction du traitement, la patiente a été admise au service des urgences et des soins intensifs et elle décède des suites d'un AVC. Elle a fait un AVC ischémique parce qu'il y a eu un caillot de seau qui s'est formé et qui a empêché la circulation sanguine cérébrale. Le rapport de l'expertise conclut que, quelle que soit l'origine de l'embole, c'est-à-dire du caillot, il est certain que la modification du traitement par Saint-Tran est à l'origine de sa constitution et que celle-ci est à l'origine de l'AVC et du décès. Et en première instance, le médecin traitant est condamné pour, je cite, par défaut de prudence. Voici un deuxième cas clinique. En 2010, c'est un cas clinique qui a été pris en charge en collaboration avec le service d'anesthésie-réanimation et le professeur Awamer. Il s'agit d'une patiente âgée de 32 ans qui a présenté une thrombose veineuse du membre inférieur gauche une semaine après une intervention chirurgicale pour appendicectomie. Donc, pour empêcher la récidive, son médecin traitant l'a mise sous antivitamine K, Saint-Tran, et cette patiente devait subir une extraction de la racine de 24. Son médecin traitant a procédé à la diminution du traitement par antivitamine K parce que pensant que l'hémorragie pouvait être importante et que les extractions ne pouvaient pas se faire avec un INR supérieur à 2. 7 jours après, la patiente a compliqué et elle a présenté une phlébite bleue qu'on appelle phlegmatia cerula. Elle a dû être amputée pour gangrène de l'extrémité du pied gauche. Alors vous imaginez une patiente qui arrive pour l'extraction d'une racine, la racine n'a même pas été faite et elle se retrouve plutôt avec l'amputation de l'extrémité du pied gauche. Finalement, les risques à travers de cas cliniques, il y a risque d'AVC et de complications, parce que même lorsqu'il n'y a pas de décès, il y a hémiplégie, il y a tétraplégie possible. S'il y a une ischémie d'un membre, il y a amputation, avec ses conséquences, et aussi il y a des conséquences et des poursuites judiciaires. Le décret exécutif numéro 92-276 du 6 juillet 92 portant code de déontologie médicale, qu'est-ce qu'il dit dans son article 15? Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s'engage à assurer à ses patients des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel s'il y a lieu à l'aide de confrères compétents et qualifiés. Donc nous devons nous mettre à jour et nous devons faire bénéficier nos patients des dernières recommandations applicables en pratique quotidienne. La prise en charge, de ce fait, la prise en charge des patients sous antivitamine K et antiagrégant plaquettaire, doit se faire sans modification du traitement, mais avec le recours aux techniques locales d'hémostase. Que faire si une hémorragie survient après extraction dentaire chez un malade sous antivitamine K, antiagrégant plaquettaire? Il faut d'abord rechercher les causes locales, elles sont fréquentes, telles qu'une déchirure muqueuse, fracture alvéolaire, bain de bouche, reprendre les techniques locales d'hémostase et contrôler l'INR, voir s'il n'y a pas un surdosage. Si vous trouvez un INR supérieur à 4,5, vous orientez le patient chez le cardiologue en attirant son attention cette fois-ci, non pas parce qu'il peut faire un risque de thrombose, mais il peut faire une hémorragie, soit abdominale ou cérébrale, et entraîner des complications fatales. Peut-on utiliser les vasoconstricteurs en adjonction avec les anesthésiques locaux chez les malades atteints de cardiopathie? Pendant longtemps, on vous a dit pas d'adrénaline, pas de noradrénaline chez les patients porteurs de cardiopathie. Pourquoi les vasoconstricteurs sont associés aux anesthésiques locaux? Parce que les anesthésiques locaux sont des vasodilatateurs. S'il y a vasodilatation, donc l'anesthésique va s'éliminer rapidement. Et si l'anesthésique va s'éliminer rapidement, d'une part, le champ opératoire va saigner, mais d'autre part, le patient va avoir mal au moment de l'acte. Si le patient a mal, la douleur est génératrice de stress. Si le patient a cardiopathie le stress, il va décharger de l'adrénaline. Et s'il y a décharge de l'adrénaline, justement, c'est cette décharge d'adrénaline endogène qui est nocive. Parce que, vous savez qu'elle passe de 0,17 à 0,54 microgrammes à l'état normal, parce qu'on décharge tous de l'adrénaline, d'accord, par les surrénales. Mais en cas de stress, regardez, elle passe de cette valeur à cette valeur. Et elle est multipliée par plus 250 fois. Finalement, ce qui dérange, si l'on compare cette décharge d'adrénaline au cours d'un stress parce que le patient a mal, si l'on compare cette valeur d'adrénaline, cette concentration d'adrénaline
par rapport à celle contenue dans une carpule qui peut être de 0,01 mg lorsque l'anesthésique est dosé à 1 sur 100 millième ou 0,05 mg lorsque l'anesthésique est dosé à 1 sur 200 millième, il en ressort que ce n'est pas cette quantité qui me dérange. Quand bien même j'utilise 6-7 carpules d'anesthésique avec vasoconstricteur, à condition de ne pas injecter le produit en intravasculaire, mais c'est cette quantité d'adrénaline endogène qui me dérange. Et pour justement que cette quantité d'adrénaline endogène ne soit pas sécrétée, il faut préparer psychologiquement la patient, il faut éviter la douleur. Et comment éviter la douleur? Et il faut utiliser des vasoconstricteurs. Et de ce fait, l'utilisation des vasoconstricteurs en odontostomatologie peut être faite chez les patients stables. Mais attention, quand vous avez par exemple un patient qui a un trouble du rythme grave, non contrôlé par un traitement médical, lorsque le patient présente des cardiopathies ischémiques coronariennes telles que l'angor instable, infarctus du myocarde, surtout en période post-infarctus, ou qu'il a une HTA non stabilisée, ou qu'il est en arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, il faut demander l'avis du cardiologue. Si le cardiologue vous dit que le patient est stable sur le plan général, vous pouvez utiliser ces produits sans danger. Si par contre il vous dit qu'il est en période d'instabilité, lorsque le malade est en période d'instabilité, ce n'est pas le moment de le prendre en charge pour les gestes invasifs. Vous mettez des pansements pour calmer les douleurs, vous donnez des antibiotiques pour traiter l'infection et vous le reprenez une fois qu'il est stable parce qu'il sera plus apte à subir les actes invasifs. Quelles sont les situations d'urgence que peut présenter un patient lors d'un acte bucco-dentaire? Chez les malades stables, il n'y a aucune complication. Elles sont identiques chez, comme tous les malades, sains. Mais il peut présenter un malaise vagal, une réaction allergique, chose qu'on peut trouver. Pour éviter ces complications, il faut faire de la prévention. Il faut demander l'avis du cardiologue parce qu'il connaît mieux que nous l'état général de son patient. Il faut créer un climat de confiance pour diminuer le stress. Le stress est dangereux. Préparer psychologiquement le patient, séance courte, position de confort et surtout, il faut éviter les injections intravasculaires de produits. Il faut faire des injections extravasculaires de produits anesthésiques parce que lorsque vous injectez dans un vaisseau, vous multipliez par 10 la toxicité du produit anesthésique qui est déjà toxique à l'état normal et injecter des substances tièdes. Pour conclure, nous pouvons dire que les patients porteurs de cardiopathie sont de plus en plus nombreux à venir consulter en odontostomatologie. Vous avez vu que lorsque les précautions nécessaires ne sont pas prises et que lorsqu'on applique des protocoles qu'on pensait être des protocoles sécurisants, comme l'arrêt des anticoagulants et l'utilisation de la non-utilisation de l'adrénaline, on peut exposer le patient à un risque majeur. La prise en charge des patients cardiopathes doit se faire par le chirurgien dentiste généraliste. Et si ces patients sont refusés par un premier chirurgien dentiste, ils vont voir un deuxième, troisième, ils arrivent au 5e chirurgien dentiste, ils ne vont pas lui déclarer sa maladie. Et c'est là que se pose le problème. Donc vous voyez que finalement, nous sommes tous responsables des complications qui puissent arriver. Les malades arrivent avec des foyers très évolués parce qu'ils ne sont pas pris en charge, parce qu'ils ne trouvent pas où aller. Et si les foyers sont évolués, si les parodontopathies sont là, si les saignements gingivaux sont là, on connaît maintenant l'effet des bactériémies cumulées physiologiques qui peuvent entraîner des endocardites graves. Et si le patient fait un endocardite, très souvent, l'endocardite conduit au décès. La prise en charge de ces patients, elle est de plus en plus simplifiée. La médecine n'est pas une science exacte. Ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est plus de nos jours, et ce qui est valable de nos jours risque de ne pas l'être dans les années à venir. Il faut travailler en collaboration avec le cardiologue. Il faut que le chirurgien dentiste contribue efficacement dans la prise en charge de ces patients avec le cardiologue. Alors, je vais enchaîner sur une pathologie aussi fréquente qui revient. Je vais donc enchaîner sur la question relative aux cellulites d'origine dentaire et nous allons voir précisément comment gérer les complications et les échecs de traitement. Pourquoi les échecs de traitement? Parce que très souvent,
en cabinet, vous recevez des patients qui ont déjà consulté des chirurgiens dentistes et qui arrivent avec des pathologies récidivantes, c'est-à-dire des cellulites, malgré des traitements entrepris. Ce qu'on peut dire, c'est que les cellulites restent des pathologies qui sont encore fréquentes en consultation quotidienne d'odontostomatologie. Elles désignent et elles expriment une inflammation des tissus celluleux de la face suite à une agression microbienne, très souvent par le streptocoque de la cavité buccale, à partir d'un foyer bucco-dentaire. Elles peuvent être circonscrites, c'est-à-dire sans gravité, mais elles peuvent très souvent être évoluées sur le mode diffus et elles engagent le pronostic vital. Elles représentent le motif de consultation et très souvent il s'agit de pathologies déjà traitées, mais elles peuvent apparaître pour la première fois. On ne parle plus alors d'échec de traitement. Lorsqu'on prend en charge ces pathologies sur le plan traitement, notre objectif, c'est d'obtenir la guérison, puisque c'est l'objectif principal. Et qu'appelle-t-on guérison? Ça veut dire qu'on doit faire disparaître les signes cliniques tels que la tuméfaction, diminuer les douleurs, la rougeur, ce sont les signes cardinaux de l'inflammation. On doit améliorer l'état général lorsqu'il y a une participation de l'état général, notamment lorsqu'il s'agit de cellulites diffuses en voie de diffusion. Et aussi traiter l'étiologie, c'est-à-dire l'organe dentaire, soit par un traitement conservateur ou par un traitement radical. Si l'on n'arrive pas à cet objectif principal, ça veut dire que notre traitement a échoué. Et là, on a le droit de parler d'échec thérapeutique. Et on parle d'échec thérapeutique lorsqu'il y a une persistance, voire une aggravation des signes locaux, malgré notre traitement ou généraux. Il y a rechute, ça veut dire qu'il y a une situation d'échec thérapeutique. L'échec thérapeutique des cellulites se traduit par différentes appellations. Il peut s'agir d'un échec thérapeutique parce que notre diagnostic était erroné. Donc on a traité une pathologie pensant qu'il s'agit réellement de cette pathologie, mais finalement, au départ, on a posé un mauvais diagnostic. Ou alors il peut s'agir d'échec parce que notre prescription médicamenteuse n'était pas adéquate, ou lorsque le traitement étiologique n'était pas fait du tout ou incorrectement fait. En pratique bucco-dentaire, comme dans toutes les autres spécialités de la médecine, vous savez qu'avant de traiter une pathologie, il faut d'abord la reconnaître, c'est-à-dire poser un diagnostic positif, ou du moins de présomption, après avoir fait un diagnostic différentiel. Et ce n'est que lorsque la pathologie est étiquetée comme telle que nous pouvons mettre en œuvre des agents thérapeutiques. Et en matière de cellulite d'origine dentaire, vous savez qu'on agit par l'intermédiaire des médicaments. Et tout traitement prescrit, tout médicament prescrit doit être évalué. Donc cette phase est très importante pour évaluer, faire une évaluation du traitement que vous avez prescrit. Parce que ce qu'on donne comme traitement, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. L'exemple le plus simple, vous rédigez une ordonnance, vous croyez que votre rôle se termine à ce niveau, alors que non, parce que si vous rédigez une ordonnance et que le patient ne prend pas du tout son traitement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'observance et ça veut dire que vous ne pouvez même pas faire l'évaluation du traitement. Donc cette phase est très importante à considérer. Mais avant de prescrire un traitement pour une pathologie, il faut d'abord l'étiqueter. Et en matière de cellulite, il faut faire le diagnostic différentiel. Si le patient se présente avec une cellulite traînante malgré les traitements médicaux que vous avez prescrits, il faut penser à une ostéite. Donc vous demandez une radiographie. Parce que le traitement de la cellulite et le traitement de l'ostéite sont des traitements différents. Chez ce patient, vous pouvez donner des tonnes et des tonnes d'antibiotiques. Certes, vous allez améliorer les signes cliniques, la symptomatologie, mais c'est une pathologie qui va récidiver parce qu'il y a justement ce séquestre, il y a ce trajet fistuleux qui va maintenir l'infection. Donc vous voyez l'importance de la radiographie devant les cellulites traînantes malgré les prescriptions médicamenteuses. Il faut faire aussi le diagnostic différentiel avec les pathologies tumorales. Il faut voir si ce n'est pas une tumeur soit bénigne infectée ou alors carrément un carcinome de la mâchoire, comme vous l'a montré ce matin le docteur Mahchouch dans ses diapositives. Donc il ne faut pas hésiter à demander une radiographie. Je ne veux pas dire par là vous systématisez la radiographie dans le cas de cellulite, mais au moins devant les cellulites
qui ont fait l'objet d'un échec de traitement, qui traînent malgré un traitement bien conduit dans les règles de l'art, vous devez explorer la trame osseuse parce qu'une pathologie localisée au niveau de l'os, une pathologie localisée seulement au niveau des tissus celluleux de la face requiert de 2 traitements qui diffèrent sensiblement. Alors, en matière de prescription, on prescrit en général des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des antalgiques. Et sachez que le problème réside là, parce que tous les cas de cellulite chez qui on a trouvé un échec de traitement étaient des échecs avec la prescription. Il y a encore un problème de prescription. Voici la preuve. Voici 2 ordonnances qu'a reçues le même patient. Alors remarquez, c'est une ordonnance classique. Elle contient un antibiotique, c'est de la gentamicine. Première injection, deuxième injection, troisième injection, quatrième injection. Ensuite, les jours suivants, une injection par jour. Le malade a reçu du Votrex, 75 mg. Il a reçu un bain de bouche. Devant l'absence de résultats, ce patient a changé de praticien. Il est voir un autre praticien qui a changé et s'est dit, mon praticien, mon collègue a donné de la Genta, ça n'a pas donné, eh bien je vais changer, je vais donner du Bristopène. Bristopène en injectable, Bristopène en comprimé, Voltaren, LP75 et un autre bain de bouche. Voici un deuxième cas clinique. Les prescriptions ont été faites par le même praticien. Il y a une prescription du Clamoxyl, 1 gramme, 1 comprimé par jour. Apranax, 500 mg, 1 comprimé par jour. Devant l'absence de résultats, le patient a consulté le même chirurgien dentiste. Alors 17,5, 17,5, une semaine après, Clamoxyl, Apranax, Doliprane. Nous n'allons pas faire de commentaires, nous allons faire la présentation et vous allez voir après où sont les erreurs sur ces 2 prescriptions. Vous savez que sur le plan bactériologique, la cavité buccale est une cavité dans laquelle on trouve des germes saprophytes. La flore buccale, elle est mixte, elle est aéro et anaérobie. Et parmi les germes aérobies, on retrouve dans la majeure partie les streptocoques. Elle est constituée de 70% d'aérobie, parmi lesquels les streptocoques sont majoritaires, et 30% d'anaérobie. Les cellulites peuvent être provoquées par les aérobies et par les anaérobies. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'infection polymicrobienne au niveau de la cavité buccale. Ça veut dire que les germes peuvent infecter simultanément ou en même temps. Lorsqu'on prescrit une antibiothérapie pour les infections d'origine bucco-dentaire, notamment les cellulites, en général, on fait une prescription de première intention. Elle est dite aveugle parce qu'on n'a aucun support bactériologique. En général, on se base sur des données statistiques pour dire que majoritairement, c'est tel ou tel antibiotique qui est efficace. Et on sait qu'au niveau de la cavité buccale, plus qu'il y a beaucoup de streptocoques, il y a une forte probabilité que l'infection soit due à un streptocoque. Donc, on vise notre antibiothérapie anti-streptococcique et anti-anaérobique. Et on prescrit en première intention de l'amoxicilline, de la spiramycine, mais il faut respecter les doses. Il faut répartir équitablement les posologies pendant la journée pour avoir une concentration constante. Il faut tenir compte de l'âge. On ne prescrit pas la même posologie chez l'enfant et chez l'adulte. Quelquefois, on a recours à une association synergique d'antibiotiques et on prescrit une bithérapie, mais à condition que l'association soit synergique. Si vous prescrivez 2 antibiotiques qui exercent l'un sur l'autre un effet d'antagonisme, vous n'aurez pas de résultat parce que l'effet de l'antibiotique 1 aura été éliminé par l'effet de l'antibiotique 2 par antagonisme. Et les associations synergiques qui sont efficaces dans notre domaine sont l'amoxicilline et métronidazole, spiramycine et métronidazole. Mais en première intention, pour les infections bucco-dentaires, il faut absolument proscrire, c'est-à-dire il ne faut pas prescrire de l'oxacilline, de la pénicilline V, de la pénicilline G, parce que ces antibiotiques sont des antibiotiques réputés être antistaphylococciques. Or, on sait qu'au niveau de la cavité buccale, les infections sont surtout des infections dues au streptocoque. Il faut évaluer le traitement. Notre rôle, ce n'est pas de prescrire une ordonnance et de lâcher le malade dans la nature, mais de contrôler le traitement 2 à 3 jours après sa prescription. Un traitement qui n'a pas fait sa preuve 2 à 3 jours après est un traitement qui doit être modifié, soit en changeant de famille, ou tout simplement
en faisant un antibiogramme et en faisant une identification de germes et un antibiogramme. Et ainsi, l'antibiothérapie de première intention va devenir une antibiothérapie de seconde intention. Elle est dite aussi guidée. Guidée pourquoi? Parce qu'elle est guidée par un antibiogramme. Alors, qu'en est-il des anti-inflammatoires non stéroïdiens? On prescrit des AIS, c'est-à-dire des corticoïdes, mais uniquement chez les patients qui présentent des pathologies, c'est-à-dire des cellulites à évolution rapide, avec un œdème qui risque d'entraîner une asphyxie, mais en milieu hospitalier. On prescrit des antalgiques parce qu'il y a douleur, mais sachez que la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens est actuellement contestée par plusieurs sociétés savantes, parmi lesquelles la Société française d'anesthésie rénale, la Société de pathologie infectieuse de langue française, la Société américaine d'odontologie, parce que ces substances, c'est-à-dire les anti-inflammatoires, sont des substances qui peuvent entraîner la diffusion de l'infection. Si l'infection diffuse, elle va aller au niveau de la région cervicale haute et ensuite au niveau du médiastin. Si le patient présente une médiastinite, sachez que dans 95% des cas, les patients avec médiastinite sont des patients qui décèdent. Je n'ai rien de personnel contre les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais si l'on regarde le mécanisme d'action des IANS au niveau de la réaction immunitaire, vous savez qu'il y a d'abord les deux premières phases, c'est-à-dire l'attraction antigène-anticorps, il y a aussi la réaction macrophagique. In vivo, il a été démontré que les anti-inflammatoires non stéroïdiens diminuent le chimiotactisme, c'est-à-dire l'attraction entre antigènes et anticorps, et il diminue aussi la réaction macrophagique. Ça veut dire que la réaction immunitaire est diminuée. Alors, comment voulez-vous donner un anti-inflammatoire à un patient qui présente une infection et qu'à côté, vous avez donné des antibiotiques parce que vous voulez que ce patient lutte contre l'infection? Indirectement, vous êtes en train de vous contredire et vous êtes en train de diminuer l'efficacité de votre traitement antibiotique par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Sur le plan histopath, voici ce qui se passe. Par exemple, une cellulite diffuse, une cellulite circonscrite. Si on fait une coupe, voici ce qu'on va trouver. On va trouver une circonscription de cette cellulite par une coque de fibroblastes fibreuses sur lesquelles il y a des fibres de collagène, et au centre de la collection, vous allez trouver des macrophages détruits, des plasmocytes détruits, enfin toutes les cellules qui rentrent dans le cadre de la réaction macrophagique. Si vous donnez des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce sont des anti-inflammatoires, cette coque est une coque inflammatoire, ils vont donc détruire cette coque fibreuse et ouvrir la voie à l'infection. Et c'est ainsi qu'on passe d'un stade circonscrit à un stade qui va diffuser d'abord au niveau de la région cervicale, ensuite au niveau du médiastin. Et si ça arrive au niveau du médiastin, le malade, vous allez engager le pronostic vital du malade. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont attiré l'attention sur le méfait des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et regardez combien d'études ont rapporté des décès suite à la prescription d'ANS pour les cellulites d'origine dentaire qui étaient pourtant circonscrites. De notre côté, on s'est dit on doit avoir notre expérience et on a conduit durant l'année 2009 une étude sur les cellulites avec la collaboration du service d'anesthésie et réanimation, et nous avons colligé 85 cas de cellulite. Sur les 85 cas de cellulite recensés en une année, nous avons eu 5 décès. Et sur les 5 décès, il y a eu 3 sur 5, vous imaginez, plus de 50%, qui étaient des patients qui avaient pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens prescrits pourtant par des chirurgiens dentistes. Alors, si l'on revient aux 2 cas cliniques présentés, elle est où la problématique sur ces ordonnances? Vous allez me dire, c'est des ordonnances classiques qu'on avait l'habitude de prescrire depuis longtemps, puisqu'elles contiennent un antibiotique, un anti-inflammatoire et un antalgique. Alors, le problème, il est où? Non seulement cette antibiothérapie, c'est-à-dire la gentamicine, n'est jamais un antibiotique recommandé lors de la prescription en première intention pour les infections bucco-dentaires, mais vous savez que la gentamicine prescrite seule, elle va provoquer une néphrotoxicité, voire une ototoxicité. Alors, en plus d'une antibiothérapie non adaptée, regardez, il y a eu la prescription d'ANS qui va diminuer les résistances immunitaires de l'organisme. Alors, ce patient, n'ayant pas obtenu de résultat, il est parti voir un autre praticien. Mais malheureusement, là aussi, la prescription était faite à base de Bristopène. Bristopène ou oxacilline, c'est une pénicilline du groupe M. Et les pénicillines du groupe M ne sont pas des antibiotiques qu'on prescrit en première intention.
parce que ce sont des antibiotiques dirigés contre le staphylocoque. Et on a vu que le staphylocoque est un germe qu'on trouve au niveau de la cavité buccale, mais pas d'une façon aussi fréquente que le streptocoque. En première intention, l'oxacilline et ses dérivés sont des produits à proscrire. Il y a eu du Voltaren, là aussi antibiothérapie non adaptée aux germes de la cavité buccale, anti-inflammatoire qui va réduire les résistances immunitaires de l'organisme, et vous imaginez le devenir de ce patient. Sur le deuxième cas clinique, l'antibiotique a été très bien choisi puisque c'est de l'amoxicilline et l'amoxicilline est un antibiotique recommandé en première intention pour les infections bucco-dentaires. Mais remarquez la posologie, un comprimé à 1 gramme par jour, c'est une posologie qui est insuffisante. Il y a eu en plus la prescription d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Posologie insuffisante, molécule bien choisie, mais anti-inflammatoire qui va réduire les défenses immunitaires de l'organisme. Le même praticien a pensé à augmenter la posologie de l'antibiotique parce que le patient est parti le revoir devant l'absence de résultats. Et il passe d'1 comprimé par jour à 4 comprimés par jour. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas ça du tout le problème. Mais remarquez, il triple la dose de l'anti-inflammatoire. Donc il corrige l'antibiothérapie, mais il triple la dose d'anti-inflammatoire. Lorsqu'il y a une collection purulente, sachez qu'aucun antibiotique ne saurait la guérir. Donc vous êtes dans l'obligation de l'évacuer chirurgicalement, en général avec une anesthésie locale de surface. On fait un drainage et on met en place un drap. Mais quelles que soient les prescriptions que vous faites, même si vous choisissez le traitement antibiotique en adéquation, en posologie, en durée et en répartition, si le traitement étiologique n'est pas fait correctement et surtout à temps, la pathologie va récidiver. Il faut d'abord identifier la cause, d'accord, c'est-à-dire retrouver avec exactitude la dent causale, puis l'éliminer. Le traitement étiologique, lorsqu'il n'est pas fait, c'est la cause d'échec. Parce que lorsqu'on le fait, il va lever les conditions d'anaérobiose, c'est-à-dire il va s'attaquer aux germes anaérobiques parce qu'ils vivent en absence d'oxygène. Le fait d'ouvrir le foyer, vous allez donc apporter de l'oxygène, vous allez créer les conditions d'oxygénation qui vont détruire les germes qui sont censés vivre en absence de l'oxygène. Et aussi, lorsqu'il y a un saignement, parce que vous faites l'extraction le plus rapidement possible, il y a donc une réaction inflammatoire post-extractionnelle, c'est inévitable. Il y a une hypervascularisation. Et on sait que les antibiotiques arrivent par la circulation générale. S'il y a une hypervascularisation, les antibiotiques vont donc arriver en concentration efficace. C'est la raison pour laquelle on vous demande de faire l'extraction de la dent causale ou l'ouverture de la chambre pulpaire lorsque c'est une dent à conserver le plus rapidement possible, dès que possible. Ça veut dire quoi dès que possible? Si le jour même, vous n'avez pas de limitation d'ouverture buccale qui vous gêne, si vous êtes sûr de pouvoir revoir le malade et que le malade prend son antibiotique, je peux faire l'extraction le jour même ou au moins dans les 2 jours, voire 3 jours qui suivent la prescription de l'antibiotique. Le traitement étiologique n'est pas toujours l'extraction dentaire. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une dent antérieure et qu'on veut conserver cette dent, on fait un traitement endodontique dans les règles de l'art. Lorsqu'il s'agit d'une dent porteuse d'une restauration prothétique et qu'il est impossible de déceler cette prothèse, on fait une amputation radiculaire de l'apex, c'est-à-dire une résection apicale. Lorsqu'il s'agit par contre d'une molaire avec une large plage ostéolytique, l'extraction s'impose. Alors, chez ces patients, on fait de la prévention parce qu'on remet en état la cavité buccale après avoir éliminé le foyer responsable de la cellulite. Quand faut-il faire le traitement étiologique? Le plus rapidement possible. Si vous ne le faites pas le plus rapidement possible, vous allez exposer le malade à un échec thérapeutique. Mais vous allez me poser la question, mais comment peut-on faire une extraction dentaire chez un patient qui a une limitation de l'ouverture buccale? Et comment que mon anesthésie va prendre chez un patient qui présente une inflammation? Pour la première entrave, pour la mécanothérapie, pour la limitation de l'ouverture buccale, on utilise la technique de mécanothérapie à l'aide d'abaisse-langue superposée. Voici. Par exemple, si le malade est en intercuspidation maximale le jour même, j'introduis 2 abaisse-langues de part et d'autre. Le jour même, je force, je mets un deuxième abaisse-langue,
j'arrive à 3, 4. Je donne des abaisse langues au patient et je lui demande d'augmenter le nombre d'abaisse langues pour revenir le lendemain ou le surlendemain avec une ouverture buccale qui ne va pas être à 3 travers de doigts, mais au moins elle va être de façon à me permettre de pouvoir mettre un instrument, un élévateur. Et vous savez que lorsqu'une dent est responsable d'une infection, dès que vous commencez à luxer, en général, en raison de la réaction inflammatoire, l'extraction se fait sans problème. Donc le plus tôt possible, et vous allez remarquer que lorsque l'extraction est faite le plus tôt possible, la limitation de l'ouverture buccale va très rapidement céder après l'extraction dentaire. Pour l'anesthésie, il y a échec de l'anesthésie lorsqu'il y a une réaction inflammatoire. C'est vrai lorsque vous injectez dans un foyer où il y a de l'inflammation, parce que le terrain inflammatoire est un terrain acide, les produits anesthésiques que vous injectez sont des bases, il y aura donc sur le plan chimique une réaction neutralisation acide-base, ça veut dire que votre produit ne va pas agir. Premièrement. Et deuxièmement, en raison de l'hypervascularisation au niveau du site inflammatoire, votre produit anesthésique va aller inéluctablement au niveau d'un vaisseau, donc pas au niveau de la région périapicale où vous voulez faire votre anesthésie parapicale. Et c'est ainsi que vous pouvez assister à un échec thérapeutique. Pour lever justement cet échec, vous pouvez faire une anesthésie, mais à distance du foyer infectieux. Vous pouvez faire une intraligamentaire et dans les cas extrêmes, une anesthésie régionale à l'épine de Spix. Que peut-on conclure? Les cellulites et ces dommages restent encore chez nous, dans notre pays, des pathologies qui sont grevées de mortalité. Il n'est pas normal qu'en 2013, des patients décèdent encore de pathologies qui, normalement, sont des pathologies qui cèdent à un traitement. Malgré l'ère des antibiotiques, malgré aussi l'ère des progrès atteints dans le domaine de la bactériologie, et notamment des explorations, ces pathologies restent des pathologies graves chez nous. La prise en charge de ces pathologies est une prise en charge qui doit se faire par le chirurgien dentiste généraliste, parce qu'en général, ces patients arrivent d'abord chez le généraliste avant d'arriver chez nous. Et malheureusement, quand ils arrivent chez nous avec plusieurs prescriptions, et parfois ils arrivent au stade de diffusion et que l'on peut rien faire, et c'est ainsi que le pronostic vital est mis en jeu. L'odontostomatologie, comme toutes les autres disciplines de la médecine, a bénéficié des progrès de la recherche clinique. Et finalement, il ne reste qu'à mettre en application les progrès de la recherche clinique. Ce qui était valable il y a quelques années ne l'est plus actuellement. L'antibiothérapie, les résultats de la microbiologie, les méthodes d'identification de germes ont beaucoup changé. Il faut donc profiter de ces opportunités pour mettre en place des protocoles thérapeutiques de plus en plus appropriés. Il faut mettre fin à des vieux tabous. Et oui, il y a des vieux tabous en chirurgie dentaire parce qu'on nous a toujours dit, même à moi quand j'étais étudiant, et je l'ai fait, et j'ai continué à le faire pendant mes premières années de résidanat, je ne pouvais pas prescrire un antibiotique sans prescrire en association un anti-inflammatoire non stéroïdien et un antalgique. Ce sont des vieux tabous. C'est vrai qu'il est très difficile de s'en débarrasser, mais vous avez vu les conséquences. On n'a plus le droit de prescrire des ordonnances classiques. Autrement dit, si ces ordonnances classiques doivent exister, le chirurgien dentiste n'a plus le droit d'exister. Il suffit alors de faire des photocopies d'ordonnances et de les laisser à l'assistante dentaire et d'en distribuer. Parce que nous avons vu des ordonnances revenir avec le même antibiotique, avec les mêmes posologies. Il est donc temps de changer nos habitudes et de nous mettre à jour. Comment nous mettre à jour? Par des journées de formation continue, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, bien sûr, avec le grand concours et l'aimable concours de la Société médicale des médecins privés de la wilaya de Chlef, pour justement tenter ensemble et très modestement de changer des anciennes habitudes quant à la prise en charge de patients. Et je vous remercie pour votre aimable attention.